ça, je touche plus rien. Et je gère que ça. Et ouais, et ouais, j'ai allumé celui-là pour éviter que les gens ils me disent il n'y a pas de son. Si tu veux cliquer dessus, non? Ça là, tu auras les. Hein.
Mesdames, messieurs, je laisse le dernier arrivant arriver. Bonsoir à toutes et à tous pour l'ouverture de ce qui devrait être le dernier conseil municipal de l'année 2020. À l'ordre du jour assez conséquent et qui débute par l'installation de Madame Sadje en qualité de conseillère municipale à la suite de la démission de Myriam Santana. Mais avant, j'allais oublier, il faut que Kevin fasse l'appel et vous aurez également une feuille à signer de présence pour être conforme au règlement intérieur. Bonsoir à tous. Armand Rivière. Présent. Rachel Sacussi. Manuel Bourguin. Présent. Aurélie Mialon. Présente. Robert Vivares. Présent. Julie Garcin-Sodo. Thomas Guiraud. Présent. Daniel Demoulin. René Verdeil. Jean-Marie Bousquet. Marie Balestero. Daniel Azemar. Xavier Moutou. Cécile Dos Santos. François Castillo. Katia Siette. Georges Lopez. Absent. Nadia Bentard. Patrick Delbach. Nicole Vicente. Benoît Blanc. Anne Sutra de Germain. Gilbert Castignera. Marie-Hélène Chassagne. Alain Vogel-Singer. Valérie Forme. Florent Cosse. Et Annick Sadje. Pour être en totale conformité avec le règlement intérieur, je vous propose que nous désignions dans nos rangs un secrétaire ou une secrétaire de séance, même s'il est vrai que depuis que c'est enregistré et tapé à la suite, il n'y a pas forcément de litige possible sur les comptes rendus. Donc je vous propose que Rachel Sacussi puisse être la première secrétaire de séance en application de ce règlement. Est-ce qu'il y a des oppositions? Est-ce qu'il y a des abstentions? Je vous remercie. Donc, je ne sais pas si Madame Sadje veut dire un mot pour ce premier conseil municipal. Oui, bonsoir tout le monde. Écoutez, moi, je veux travailler dans l'intérêt des Picénois et de Pézenas, et tout en restant constructif. Voilà. Merci en tout cas, bienvenue. J'en profite pour saluer, puisqu'on est filmé Myriam Santana. Je l'ai fait par courrier quand elle nous a annoncé sa démission. Je le fais publiquement et la remercie pour les 18 mois passés à nos côtés, mais plus puisqu'elle avait siégé pendant 6 ans au précédent mandat. Deux informations au conseil municipal. Donc je vais laisser la parole à Dany Demoulin pour nous présenter la synthèse de l'analyse des besoins sociaux 2021 qu'a réalisé le CCAS. Vous avez eu le document complet joint à ce conseil municipal. Donc, nous avons pensé qu'une synthèse suffirait. Le CCAS pouvant être disponible ou pour pouvoir faire une présentation plus détaillée si besoin en était. Voilà. Bon, bonsoir. Le document complet, il est au CCAS et à la mairie. Là, vous avez les éléments essentiels qui ont été tirés du document complet qui a été remis au département il y a déjà un mois et demi déjà. Donc, l'analyse des besoins sociaux est une mission obligatoire des CCAS. Elle est régie par les... Vous entendez pas? Si. Elle est régie par les articles R 123.1 et R 123.2 du Code de l'action sociale et des familles. C'est un outil, alors, elle a été régie depuis 1995. Donc c'est un vieil outil, on va dire. C'est un outil d'aide à la décision pour les élus. Cette observation sociale permet de rationaliser l'action et de fixer les priorités de la politique municipale. Il se réalise à chaque début de mandat. Chaque année, des analyses complémentaires peuvent être effectuées. L'analyse des besoins sociaux est une étape dans une démarche qui vise à conduire une réflexion collective de l'action sociale. Le CCAS a mené avec les partenaires sociaux l'élaboration de ce document. Donc, de véritables axes se dégagent de cette analyse. 1. Donner et développer des espaces de vie sociale en donnant la parole aux habitants sur des projets collectifs. 2. Développer des actions en direction des publics pour former, accompagner les usagers au numérique. 3. Améliorer l'accessibilité aux logements sociaux. 4. Adapter envers les seniors des animations de loisirs autour de l'échange et de la convivialité. 5. Développer une activité d'offre pour la jeunesse au sein de la ville. 6. Accompagner les publics les plus fragiles, jeunes, seniors, femmes seules à la recherche d'emploi. 7.
améliorer la mobilité douce et le transport collectif au sein de la ville. Cette réflexion collective valorise l'investissement quotidien des élus, des agents communaux et des partenaires associatifs pour les habitants de Pézenas. Je voudrais remercier ici Nawel Tawel, qui a été vraiment la cheville ouvrière de cette ABS. C'est une jeune étudiante en Master 2 qui nous a vraiment aidé à faire ce travail. Et je voudrais, aujourd'hui, elle n'a pas pu être là puisqu'elle a des examens ce soir. Et donc, je voudrais ici la remercier pour le travail qu'elle a effectué. Voilà. Merci à elle au CCS. Je ne sais pas si ça soulève des observations. Non. L'autre information que nous souhaitions apporter au conseil municipal, c'est que nous avons signé, ou en tout cas chargé, le centre de gestion de l'Hérault d'une mission de conseil en organisation, c'est-à-dire d'analyse du fonctionnement des services et de conseil dans son amélioration, tant pour toujours améliorer le service rendu à la population qu'améliorer les conditions de travail. C'est une mission que le centre de gestion tient bénévolement, donc ça n'a pas fait, voilà pourquoi ça n'a pas fait l'objet d'une délibération, mais il est vrai que du personnel du centre de gestion rencontre soit des élus, soit des responsables de service ou des agents, et il me semblait bien important que tous les élus puissent savoir qu'il y avait cette mission qui était en cours et que les résultats seront rendus certainement en début d'année. Ils appelleront peut-être d'autres décisions ou d'autres actions ou d'autres commandes de mission de notre part, mais cette première partie-là permettra d'avoir au moins une vue d'ensemble, et on trouvait que c'était bien pour s'inscrire dans une démarche qualité, y compris avec l'arrivée d'une nouvelle équipe municipale, mais aussi parce que, vous le savez, avec le déménagement futur du CCAS, la probable arrivée des services techniques à l'école de musique, on réorganise un peu géographiquement les services municipaux, là aussi, pour améliorer les conditions de travail, mais l'organisation géographique ne faisant pas tout, ou ne fait pas tout, il est bien aussi d'avoir du temps et du recul pour se poser sur le fonctionnement quotidien de la mairie. Donc voilà, l'information est faite. Je ne sais pas si elle appelle des observations ou des questions particulières. Non, donc je vous propose de passer à l'ordre du jour, donc avec l'approbation du procès-verbal du conseil municipal du 29 septembre 2021. Est-ce qu'il y a des questions particulières? Non. Donc, qui est pour? Parce qu'on m'a dit que je ne faisais jamais voter pour, donc je fais voter pour. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Il faut donc remplacer Myriam Santana dans les différentes commissions dans lesquelles elle siégeait. Donc, elle siégeait en tant que suppléante au comité technique. Elle siégeait en tant que suppléante au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Les deux seront fusionnés d'ailleurs en 2022, logiquement. Et elle siégeait au conseil d'administration du CCAS. Est-ce que Madame Sadger remplace poste pour poste Madame Santana? Oui. Donc, je vous propose de le passer aux voix. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie pour l'unanimité. Nous sommes réunis aujourd'hui en salle des mariages, mais nous avions pris la bonne habitude de nous réunir au foyer des campagnes Maison du Peuple. Donc nous vous proposons qu'officiellement, il faut une délibération du conseil. Voilà pourquoi ce soir nous sommes au foyer nous sommes en salle des mariages. Il faut une délibération officielle du conseil municipal pour pouvoir changer le lieu où se réunit le conseil municipal. Donc on vous propose qu'en généralité ou en général, le foyer des campagnes nous accueille, sauf exception où il ne serait pas disponible. Ça sera le cas à partir du mois de mai au moins, puisqu'il y aura des travaux de mise en accessibilité des étages et l'aménagement des étages, mais que le lieu de rendez-vous de réunion du conseil soit la Maison du Peuple nous paraît plus pratique, y compris les soirs où il y a du public et des diffusions. Est-ce qu'il y a des questions particulières? Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Donc, modification du règlement intérieur du conseil municipal sur plusieurs points. D'abord, la dématérialisation des convocations du conseil municipal. Donc, c'est l'article 2. La possibilité pour les citoyens de saisir le conseil municipal en fin de séance, alors une fois que la séance est levée, mais le jour de la réunion de l'Assemblée municipale, de questions citoyennes, c'est l'article 7. La mise en place de comités consultatifs, et dans les délibérations suivantes, nous vous proposerons d'en créer 2
c'est l'article 10. L'enregistrement et la retransmission en direct des séances, ce qui est fait depuis au moins le 5 juillet 2020, mais l'enregistrement s'était fait au préalable, au moins audio, sur le mandat précédent, c'est l'article 18. Et des précisions concernant les interventions ou les présences possibles de personnel communal et d'intervenants extérieurs. Là aussi, c'est une habitude que nous mettons noir sur blanc, mais ça existait avant nous. Est-ce qu'il y a des questions particulières? Non. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Et bien pour le point 5, je vais laisser la place et la parole à Manuel Bourguin. Merci Monsieur le maire, bonsoir à tous. Donc, pour le point 5, création de 2 comités consultatifs, le Conseil citoyen de transition écologique et le Conseil citoyen du patrimoine culturel immatériel. Le Conseil citoyen de transition écologique. L'équipe municipale souhaite créer une instance ouverte aux associations et aux citoyens pour réfléchir collectivement à des actions en faveur de la transition écologique sur notre territoire. Il est donc proposé au Conseil municipal de se doter de cet outil participatif. Le Conseil citoyen de transition écologique, dont la vocation est de constituer un nouvel espace de réflexion, d'échange et de propositions nécessaires à la construction d'une politique écologique dans notre ville. Ce conseil pourra être consulté pour toute question relative aux questions de transition écologique sur notre territoire. Il mobilisera l'expertise requise en son sein ou au travers de partenariats et formulera des avis, propositions ou recommandations qui seront présentés aux maires et aux élus référents dans le but, si besoin est, d'une inscription à l'ordre du jour du conseil municipal. Le Conseil citoyen de transition écologique prend la forme juridique d'un comité consultatif régi par l'article L. 2143-2 du CGCT. Ainsi, il sera présidé par un membre du conseil municipal désigné par Monsieur le maire. Composition, membre de droit, Monsieur le maire ou son représentant Manuel Bourguin, adjoint à la vie démocratique. Collège de 6 élus, la présidente désignée par Monsieur le maire, Marie Ballestero, conseillère municipale déléguée à la transition écologique, 4 élus de la majorité et 1 élu de la minorité. Collège de 6 citoyens résidant à Pézenas, âgés d'au moins 18 ans, tirés au sort parmi une liste de volontaires ayant préalablement exprimé leur candidature. Collège de représentants d'associations, leur nombre n'est ni défini avant recueil des candidatures, ni limité, chaque association dispose d'un siège. Ce sont les associations dont le siège est enregistré à Pézenas, volontaires et engagées dans la transition écologique. Collège des collectivités associées composé d'un représentant de la communauté d'agglomération Hérault-Méditerranée et d'un représentant du SMICTOM, Pézenas-Agde. Modalité de fonctionnement. Le fonctionnement du Conseil citoyen de transition écologique est défini par un règlement intérieur qu'il devra approuver lors de sa première réunion plénière. Pour le Conseil citoyen du patrimoine culturel immatériel, l'équipe municipale souhaite créer une instance ouverte aux associations et aux citoyens pour réfléchir collectivement à des actions permettant de conserver, valoriser et transmettre le patrimoine culturel immatériel sur notre territoire. Il est donc proposé au Conseil municipal de se doter d'un outil participatif, le Conseil citoyen du patrimoine culturel immatériel, dont la vocation est de constituer un nouvel espace de réflexion, d'échange et de propositions nécessaires à la construction de projets autour du patrimoine culturel immatériel. Ce conseil pourra être consulté pour toute question relative au patrimoine culturel immatériel sur notre territoire. Il mobilisera l'expertise requise en son sein ou au travers de partenariats et formulera des avis, propositions ou recommandations qui seront présentées aux maires et aux élus référents dans le but, si besoin est, d'une inscription à l'ordre du jour du conseil municipal. Le Conseil citoyen du patrimoine culturel immatériel prend la forme juridique d'un comité consultatif régi par l'article L. 2143-2 du CGCT. Ainsi, il sera présidé par un membre du conseil municipal désigné par Monsieur le maire. Composition, membre de droit, Monsieur le maire ou son représentant Manuel Bourguin, adjoint à la vie démocratique. Collège de 6 élus, le président désigné par Monsieur le maire Jean-Marie Bousquet, conseiller municipal délégué au patrimoine culturel immatériel, 4 élus de la majorité, 1 élu de la minorité.
Collège de 6 citoyens résidant à Pézenas, âgés d'au moins 18 ans, tirés au sort parmi une liste de volontaires ayant préalablement exprimé leur candidature. Collège de représentants d'associations, leur nombre n'est ni défini avant recueil des candidatures, ni limité. Chaque association dispose d'un siège. Ce sont les associations dont le siège est enregistré à Pézenas, volontaires et engagés dans le patrimoine culturel immatériel. Modalité de fonctionnement. Le fonctionnement du Conseil citoyen du patrimoine culturel immatériel est défini par un règlement intérieur qu'il devra approuver lors de sa première réunion plénière. Ce que nous vous proposons ce soir, donc, c'est d'acter la création de ces conseils citoyens. Nous vous proposerons de désigner les élus en même temps que les citoyens. Donc ça, nous reviendrons devant le conseil municipal probablement le 15 février, puisque la préparation du budgétaire démarrera le 15 février. Les noms mentionnés étant en fonction de leur délégation actuellement, mais ce que nous souhaitions, c'est que publiquement, les modalités de désignation des membres soient connues. À partir de vendredi, certainement, un appel à candidature officiel sera lancé via la presse et les réseaux de la ville. Nous laisserons jusqu'à à peu près mi-janvier ou fin janvier ou plus tard pour que les candidatures puissent être émises, que les tirages au sort se fassent, que la liste des associations soit établie. Et comme ça, le 15 février, si c'est la date du conseil municipal, nous voterons la composition avec les noms. Et dès le lendemain, évidemment, les conseils pourront commencer à travailler. Je ne sais pas s'il y a des remarques particulières ou des questions. Je vous propose de passer aux voix. Qui est pour ? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Point 6, avis sur les dérogations au repos dominical de commerce de détail accordées par le maire. C'est une demande arrivée tardivement pour Botti Success. 13 février, 27 mars, 29 mai, 19 et 26 juin, 30 octobre, 27 novembre, 4, 11 et 18 décembre 2022. Est-ce qu'il y a des questions particulières? Je vous propose de passer aux voix. Qui est pour? Qui s'abstient? Qui est contre? Je vous remercie. Convention de cofinancement d'un poste de manager de commerce entre la Caisse des dépôts et consignation et la commune de Pézenas dans le cadre des programmes Petite Ville de demain et Action Cœur de Ville. Nous l'avions passé à un conseil municipal précédent pour la demande de subvention. Nous l'avons obtenue, donc il convient d'autoriser le maire a signé cette convention. C'est une subvention de 40 000 € qui sera versée sur 2 ans. La convention vous a été jointe à la convocation. Est-ce qu'il y a des questions particulières? Je vous propose de passer aux voix. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Le 8, c'est aussi une convention de cofinancement d'une solution numérique relative au commerce de proximité entre la Caisse des dépôts et des consignations et la commune de Pézenas dans le cadre du programme Petite Ville de demain et Action Cœur de Ville. Donc c'est le cofinancement de l'application Ville qui a une partie commerce. Et vous avez sur la table a été posée une nouvelle version de la convention puisque la subvention est plus forte qu'espérée. Elle atteint les 6 000, elle dépasse même les 6 000 € et à l'heure où nous avons envoyé la note de synthèse, nous avions l'engagement de 4 490,88 et ce sera 6 212. Donc voilà pourquoi vous avez une nouvelle version de convention. Quand il y en a plus, c'est plus agréable. Est-ce qu'il y a des questions particulières? Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Le point 9, c'est une reprise de procédure de ZAC. Définition des objectifs poursuivis et des modalités de concertation en vue de la création de la ZAC Saint-Christol. Je ne vais pas vous lire l'ensemble de la note de synthèse, mais je vais tenter de vous la résumer. Comme vous le savez, en 2019, une CEMOP a été créée pour l'aménagement du quartier Saint-Christol. Elle doit notamment racheter les terrains à la ville qui, elle, doit les racheter à l'EPF. Vous connaissez maintenant l'emprise foncière qui ne comprend pas à ce jour le domaine Saint-Christol. Par le passé, il a pu être imaginé ou il y a pu avoir la volonté qu'une ZAC s'occupe de ce quartier avant que la CEMOP existe. D'ailleurs, plusieurs procédures de ZAC ont été débutées, certaines arrêtées. La ZAC paraît l'outil juridique et administratif et en termes de droit de l'urbanisme le plus souple et le plus cohérent pour mener un tel projet, pour pouvoir le mener par étapes, le faire évoluer, mais aussi revenir régulièrement vers le conseil municipal
et avant tout aussi aller au-devant de la population pour le présenter. C'est donc la proposition que nous faisons ce soir et qui devrait acter d'ouvrir cette ZAC et d'ouvrir la concertation qui va naturellement avec une ZAC. J'espère que j'ai été clair. Je ne sais pas s'il y a des questions particulières. Il n'y en a pas. Qui est pour? Qui s'abstient? Qui est contre? Je vous remercie. Donc, une abstention. Le 10, je laisse Thomas Guiron nous le présenter. Je pas. Merci, monsieur le maire. Bonsoir à toutes et à tous. Donc dans un souci d'amélioration constante des formations proposées à Pézenas en direction des jeunes, la ville souhaite pouvoir chaque année proposer une nouvelle convention contenant les nouveautés éventuelles du partenariat. Ainsi, une nouvelle convention avec Léo Lagrange Méditerranée est proposée cette année avec une formation BAFA complète à Pézenas, au Camp Hôtel. Et les jeunes Picénois se verront soutenus par la ville durant tout leur parcours. Alors pour aller un petit peu plus loin, donc le stage BAFA s'organise en 3 étapes. Donc l'aspect théorique, le stage pratique qui se fait actuellement au Camp Hôtel dans nos accueils. Et donc nous allons proposer pour 2022 l'approfondissement. Donc voilà pourquoi nous proposons une formation BAFA complète pour 2022. Donc, monsieur le maire sollicite du conseil l'autorisation de signer la convention de partenariat susmentionnée avec l'association Léo Lagrange Méditerranée. S'il y a des questions particulières, je vous propose de passer aux voix. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Le point 11, je laisse Aurélie Mialon vous le présenter. Merci, bonsoir. Alors, la convention de partenariat entre la ville de Pézenas et le Symptôme Pézenas Agde pour la promotion d'actions visant à la réduction et à la valorisation des déchets au centre de loisirs de Castelsec et à l'établissement d'accueil du jeune enfant Les Pitchounets. Lors du conseil municipal du 17 juin 2021 a été adopté le projet éducatif ville qui définit les actions éducatives auprès des jeunes publics. 3 thématiques avaient alors été validées. Afin d'approfondir la seconde, la sensibilisation au développement durable et à la transition écologique, il est proposé la mise en place d'actions visant à réduire les déchets et ou les valoriser au centre de loisirs et à la crèche Les Pitchounets. Pour ce faire, la ville souhaite pouvoir approfondir son partenariat avec le Symptôme Pézenas Agde. Donc ça sera valorisation des déchets à la source, compostage, paillage, développer et encourager le tri des déchets au sein des structures, réduire le gaspillage alimentaire, plein d'autres points. Une convention de partenariat est proposée entre la ville de Pézenas et le Symptôme Pézenas Agde. Cette convention ne fait l'objet d'aucune contrepartie financière et sera évaluée annuellement dans le cadre du rapport annuel du programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés, présenté par la collectivité lors du comité syndical. Monsieur le maire sollicite du conseil l'autorisation de signer la convention de partenariat susmentionnée avec le Symptôme Pézenas Agde. Est-ce qu'il y a des questions particulières? Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Le point 12, je laisse la parole à Rachel Sakussi. Merci, monsieur le maire. Bonsoir. Monsieur le maire rappelle au conseil municipal que la ville s'est rapprochée de la fondation 30 millions d'amis en raison de son expertise reconnue et de son savoir-faire en matière de régulation et de gestion des populations de chats libres. À cet effet, la ville a passé le 1er mars 2021 avec la fondation 30 millions d'amis une convention qui encadre la mise en place d'une action visant à maîtriser les populations de chats errants sans propriétaire par le contrôle de leur reproduction en accord avec la législation en vigueur. Monsieur le maire propose donc au Conseil de renouveler pour 1 an cette convention qui détermine les obligations de chacune des parties et de l'autoriser à signer la dite convention. La ville s'engage à verser à la Fondation 30 millions d'amis une participation aux frais de stérilisation et de tatouage sous forme d'un acompte à hauteur de 50%, s'élevant à 2 520 € pour l'année 2022. Le document est joint. Est-ce qu'il y a des questions particulières? Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Le 12 sur le 13 sur le même sujet. Monsieur le maire rappelle que la ville mène une politique active pour procéder à l'identification et la stérilisation de ces chats errants et qu'elle a passé dans ce cadre une convention avec la Fondation 30 millions d'amis.
Afin de mener à bien cette mission, il est proposé au Conseil de renouveler la convention d'objectifs avec l'association Les Chats Libres de Pézenas, désignée référente communale des actions d'identification et de stérilisation des chats errants, et d'autoriser Monsieur le maire à la signer. Dans le cadre de cette convention conclue pour une durée de 12 mois, l'association s'engage à procéder à la stérilisation de 72 chats sur l'année 2022. Il n'y a pas de questions. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Et à nouveau, Rachel Sakussi. J'enchaîne. Le conseil municipal est informé que la circulaire du garde des Sceaux du 15 décembre 2020 promeut la justice de proximité avec l'objectif de développer une présence du service public de la justice plus proche des citoyens, plus accessible, lisible et efficace. Je vais respirer. Fort de l'expérience menée avec la Maison de la Justice et du Droit d'Agde, si après dénommée MJD, depuis le 1er septembre 2004, en termes d'accès au droit et d'activités judiciaires de proximité, il convient toutefois de constater que malgré une demande croissante des usagers, les habitants de Pézenas et des communes du Picénois sont sous-représentés parmi les usagers de la MJD et éloignés des points d'accès au droit existants. C'est pourquoi, parallèlement à l'accroissement de l'activité judiciaire de la MJD d'Agde, il convient de créer à Pézenas une annexe appelée Point Justice. De cette structure permettant aux habitants du Picénois de bénéficier d'un accès à la justice et à l'information juridique, et afin de développer la justice de proximité tant civile que pénale. Cette création est une décision commune entre les différents services, administration et collectivités, le tribunal judiciaire de Béziers, le procureur de la République près le dit tribunal, la préfecture de l'Hérault, la communauté d'agglomération Hérault-Méditerranée, les communes de Pézenas et d'Agde, le conseil départemental de l'accès au droit de l'Hérault, l'ordre des avocats de Béziers, la direction de la protection judiciaire de la jeunesse de l'Hérault, la direction départementale du service pénitentiaire d'insertion et de probation de l'Hérault. La commune s'engage au travers de cette convention à mettre à disposition des locaux sécurisés, à en assurer l'entretien et à mettre également à disposition un agent municipal destiné à l'accueil du point justice en liaison avec la Maison de la Justice et du Droit d'Agde. Le point justice ouvrira prochainement Cours-et-Vort. Il est précisé au Conseil que dans le cadre de cette convention, la communauté d'agglomération Hérault-Méditerranée participe financièrement au fonctionnement de ce point justice de la même manière qu'elle soutient la MJD d'Agde. Cela se fera sous une forme de subvention qui sera exactement la même pour Agde et pour Pézenas. Monsieur le maire sollicite donc au Conseil l'autorisation de signer cette convention. Est-ce qu'il y a des questions particulières sur l'ouverture d'un point justice? Je remercie aussi François Castillo qui avait Rachel Sakussi ont beaucoup suivi et travaillé pour que ce projet advienne, qui devrait ouvrir officiellement au début de l'année prochaine. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Le point 15, lancement d'une procédure de jumelage. Je laisse la parole à Robert Vivares. Merci, monsieur le maire. Bonsoir à toutes et à tous. Il est rappelé au Conseil que la ville de Pézenas est jumelée depuis 1995 avec la commune anglaise de Market Drayton. Aujourd'hui, il est envisagé un partenariat avec une ville allemande de taille équivalente et dont l'activité, l'animation et les envies, notamment en matière culturelle, correspondent à celles de notre commune. Afin de pouvoir lancer ce jumelage, un comité de jumelage est créé sous la forme associative. Il est proposé de désigner 2 représentants du conseil municipal pour siéger au sein de ce comité, M. Robert Vivares et M. Jean-Marie Bousquet. Est-ce qu'il y a des questions particulières? Oui, M. Vogel. Je ne sais pas. De la justice et du droit, hein, c'est une bonne évolution et c'est quelque chose qu'on a préparé. En ce qui concerne les jumelages, Pézenas avait dans les années 60 un jumelage déjà souhaité avec la ville d'Oberstdorf dans l'Allgäu.
Finalement, donc, c'était le maire de l'époque, c'était Jean Ben, qui n'avait pas voulu finaliser ce jumelage parce que Megève était déjà jumelé avec Oberstdorf. Donc, il aurait fallu faire un jumelage d'été, un jumelage d'hiver. Mais il y a des liens très anciens avec Oberstdorf. Il y avait peut-être un jumelage à réactiver. Et il y avait des échanges scolaires qui justifient aussi un jumelage. Idem pour Weikersheim, qui est une ville qui est depuis longtemps en relation avec Pézenas au niveau des échanges scolaires. Donc là, je vois apparaître TAM. Moi, je ne comprends pas. Donc j'ai besoin peut-être d'un peu d'éclaircissement parce qu'on a 50 ans de profondeur dans la relation avec Oberstdorf. On a des années avec Weikersheim. Est-ce qu'on a consulté les enseignants des lycées, des collèges, et comment est-ce qu'on va recréer ex nihilo comme ça un relationnel? Est-ce que c'est parce qu'il y a des affinités personnelles qu'on part dans cette logique-là, ou est-ce que c'est vraiment parce qu'il y a du fond et un travail de relation à créer, sachant qu'on a aussi à consolider Mark Drayton, hein, qui est un jumelage qui mérite d'être appuyé, donc qui s'est un peu effiloché. Alors pour ce qui concerne la première question, donc bien sûr nous nous sommes rapprochés des enseignants et donc il y a à peu près il reste une cinquantaine d'élèves aujourd'hui qui suivent un enseignement en allemand. Concernant donc et nous souhaitons les associer s'ils le souhaitent. Et d'ailleurs, certains ont proposé de nous rejoindre sur cette proposition de jumelage avec la ville de Tam. La ville de Tam, donc cette initiative, elle est liée à une initiative de citoyens pissénois qui sont venus nous rencontrer et qui ont engagé déjà une relation donc avec la municipalité de Tam, qui elle était demandeuse aussi de ce jumelage. Donc il y a eu déjà avec ces citoyens un certain nombre d'échanges qui ont été faits avec cette municipalité. Nous avons également eu des contacts avec un représentant du Fonds européen pour l'amitié franco-allemande qui nous accompagne également dans cette démarche. Donc cette démarche émane d'une volonté de citoyens pissénois. Nous avons souhaité élargir évidemment, et ça rejoint un petit peu votre questionnement je pense, à l'ensemble des citoyens qui étaient concernés à la fois par l'allemand mais aussi par les jumelages, puisque notamment une des personnes qui préside l'association du jumelage avec Mark Drayton nous rejoint dans la démarche avec également TAM. Voilà, je ne sais pas si ça a bien répondu à vos interrogations. Moi, c'est dommage aujourd'hui de jeter des années de relations avec des villes qui ont peut-être même pas été sollicitées dans le cadre d'un jumelage. Hein. Et le bas de Württemberg, il n'y a pas de liaison avec la ville de Pézenas facile. Je ne sais pas pourquoi aller chercher TAM, mais je serais curieux de savoir combien de citoyens ont enclenché aujourd'hui la démarche. Donc je trouve qu'on a d'autres chats à fouetter aujourd'hui que d'aller créer ex nihilo une relation de jumelage, même si je suis très attaché à ces relations avec l'Allemagne. Et après, derrière, je pense que même pour Oberstdorf ou Weikersheim, on aurait le concours de toutes les parties de l'OFAGE jusqu'à l'ensemble des parties qui peuvent accompagner des opérations de jumelage. Donc personnellement, pour moi, je ne comprends pas. Je ne voterai pas contre parce que je ne suis pas dans une démarche négative, mais je m'abstiendrai totalement parce que ça n'a pas de sens pour moi. C'est votre choix. Est-ce qu'il y a d'autres observations? Qui est pour? Qui s'abstient? Donc 5. Qui est contre? Merci. Point 16, avenant numéro 6 au contrat de partenariat public-privé avec le groupement Citélium Sogetralex Sanchise. Il s'agit simplement d'un changement de nom sur le dit contrat. Est-ce que cela appelle des questions particulières? Qui est pour? Qui s'abstient? Qui est contre? Je vous remercie. Le point 17, qui est une décision modificative numéro 2 du budget principal, je laisse René Verdeil la présenter. Merci Monsieur le maire, bonsoir à tout le monde. Donc concernant la décision modificative numéro 2 budget principal, vous avez eu sur votre clé USB les documents. Donc ça concerne des transferts de crédits concernant des subventions aux associations
location de théâtre de verdure, protocole transactionnel. Je ne vais pas vous faire la lecture de tout ce que vous avez déjà vu. En ce qui concerne le fonctionnement, en ce qui concerne l'investissement, c'est un peu pareil, hein. Vous connaissez le principe des décisions modificatives. Hein. Ce sont des ajustements en cours d'année par rapport au budget qui a été voté en début d'année. En ce qui concerne la décision modificative concernant le budget annexe théâtre, c'est pareil. Vous avez vu sur la clé USB le détail concernant cette décision modificative qui concerne le théâtre. Il y a entre autres choses, je relèverai en section d'investissement des dépenses pour les statuts de Molière et Bobby-la-Pointe pour l'année qui vient, 2022. Vous savez que c'est une année importante au niveau culturel. Voilà ce que je peux dire sur les décisions modificatives. Présenter le 17 et le 18. Est-ce qu'il y a des questions particulières? D'abord sur le 17, qui est la décision modificative du budget ville. Donc je propose de la passer aux voix. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Tu es pour, Patrick, c'est ça? Là, le 18, qui est la décision modificative du théâtre, est-ce qu'il y a des questions particulières? Qui est pour? Patrick, tu lèves la main ou pas sur le théâtre? Parce qu'on ne sait plus avec toi maintenant. T'inquiète pas. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc il y avait l'unanimité sur les 2 points. C'est surtout pour les comptes rendus que cela importe. Le point 19, qui est l'attribution des subventions de fonctionnement au budget annexe, je propose donc à René Verdeil de vous les présenter. Donc je continue, attribution de subventions de fonctionnement. Vous les avez présentées, donc Monsieur le maire propose au conseil municipal de verser au titre de l'exercice comptable 2021 les subventions de fonctionnement au budget annexe suivant. Pour le cinéma, 71 500 €. Pour le camp hôtel, 84 700 €. Pour le théâtre, 330 000 €. Ce qui était prévu, bien évidemment. C'est ce qui était voté au moment du budget. Est-ce qu'il y a des questions particulières? Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, je vous remercie. Le point 20, c'est à nouveau René Verdeil. Merci. Autorisation d'ouverture par anticipation de la section d'investissement du budget primitif 2022, budget principal et budget annexe. Comme nous voterons le budget en 2022 et que les services doivent pouvoir fonctionner, qu'on doit pouvoir engager et payer le personnel, etc. Donc, on vous rappelle que l'article L 1612-1 du Code général des collectivités territoriales stipule que jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'au 15 avril, en l'absence d'adoption du budget avant cette date, l'exécutif de la collectivité territoriale peut, sur autorisation de l'organe délibérant, engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris des crédits afférents au remboursement de la dette. Afin d'assurer la continuité des paiements des dépenses d'investissement avant le vote du budget primitif 2022, Monsieur le maire demande au conseil municipal l'autorisation d'ouvrir par anticipation les dépenses d'investissement du budget 2022 à hauteur du quart des sommes inscrites au budget de l'année précédente pour le budget principal et les budgets annexes. Il s'agit bien évidemment d'investissement. Merci. C'est une délibération habituelle en fin d'année. Est-ce qu'il y a des questions? Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Et le point 21, à nouveau René Verdeil. Reversement exceptionnel d'une part de l'excédent budgétaire 2021 du budget annexe parking au budget principal. Monsieur le maire informe le Conseil qu'au terme des dispositions du Code général des collectivités territoriales et de l'instruction budgétaire et comptable M14, le Conseil municipal a la possibilité, par délibération prise après l'affectation des résultats de l'exercice, d'autoriser le reversement d'un excédent constaté au budget annexe d'un service public à caractère industriel et commercial, sous réserve de respecter les 3 conditions suivantes. L'excédent dégagé doit être exceptionnel. Le reversement de l'excédent n'est possible qu'après couverture du besoin de financement dégagé par la section d'investissement. L'excédent n'est pas nécessaire au financement des dépenses d'investissement ou de fonctionnement qui devraient être réalisées à court terme sur le dit budget. Compte tenu que ces 3 conditions sont réunies, Monsieur le maire propose au conseil municipal de l'autoriser à transférer une fraction
de l'excédent budgétaire du budget annexe parking vers le budget principal pour la somme de 100 000 euros. Qu'il y a des questions particulières? Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Et je passe la parole à Rachel Sakussi pour une demande de subvention sur le point justice. Monsieur le maire rappelle que la commune s'est engagée dans la création d'un point justice afin de renforcer la justice de proximité au bénéfice des Picénois et du territoire alentour. L'aménagement des locaux est estimé à 30 000 euros. Il est demandé au Conseil d'autoriser monsieur le maire à déposer des demandes de subvention d'investissement auprès de la communauté d'agglomération Hérault-Méditerranée et des autres partenaires institutionnels, État, région, département, en vue de cet aménagement qui participe au maintien des services publics au plus près des habitants. Le coût du fonctionnement annuel du point justice est estimé à 40 000 euros, frais de personnel inclus. Il est également demandé au Conseil la possibilité de demander une subvention de fonctionnement auprès de la communauté d'agglo Hérault-Méditerranée. Celle-ci participe déjà au fonctionnement de la maison de la justice et du droit de Agde à hauteur de 6 000 euros par an. Elle devrait étendre son soutien au point justice de Pézenas sur le même montant. Merci. Est-ce qu'il y a des questions particulières? Non. Excusez-moi. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci pour l'unanimité. Je passe la parole à Julie Garcin-Sodo pour une demande de subvention sur l'aménagement de l'aire de jeu rue Jean-Paul Sartre. Oui, merci Monsieur le maire. Bonsoir à tous. Dans le cadre de la valorisation du cadre de vie des habitants, la ville a passé une convention avec Hérault Logement par délibération du 26 juillet 2021 afin de mettre à disposition un terrain rue Jean-Paul Sartre pour l'aménagement d'une aire de jeu. À ce titre, la ville sollicite une aide financière auprès du département de l'Hérault. Enfin, elle souhaite. Les travaux consistent en la fourniture et la pose d'une structure d'aire de jeu, d'une clôture, d'un sol amortissant, de mobilier urbain et de panneaux d'information. La délimitation du terrain et la pose de la clôture sont à la charge des relogements. L'estimation du montant de l'ensemble des travaux s'élève approximativement à 42 500 euros. Monsieur le maire sollicite donc le Conseil d'autorisation de déposer une demande de subvention auprès du département de l'Hérault pour le projet de travaux subventionnés dans le cadre de ces actions d'équipement pour la pratique sportive. Nous avons également demandé une dérogation pour pouvoir débuter les travaux puisqu'ils ont débuté aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des questions particulières sur ce dossier que nous avions déjà vu? Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Je passe la parole à François Castillo pour des demandes de subvention sur les projets liés à la vidéosurveillance. Ah non, je suis allé trop vite, excusez-moi. Donc je passe la parole à Daniel Azemar, excusez-moi Daniel, pour des demandes de subvention pour la création d'une aire de service pour camping-car au Camp Hôtel. Merci Monsieur le maire, bonsoir tout le monde. Pour répondre à l'évolution permanente de la clientèle touristique et pour maintenir un niveau d'attractivité qui soit concurrentiel, le Camp Hôtel se doit de diversifier son offre de services et d'adapter ses prestations aux nouvelles attentes. Il s'avère que les camping-caristes sont de plus en plus nombreux et même s'ils pratiquent souvent un tourisme itinérant, ils ont besoin de trouver en route les installations techniques qui leur sont nécessaires pour effectuer dans des conditions conformes l'évacuation de leurs eaux usées et le renouvellement de leurs provisions d'eau claire. L'installation d'une aire de service au Camp Hôtel de Pézenas pallierait un manque dans ce domaine. Les plus proches se trouvent à Béziers ou à Metz. Elle assurerait une fréquentation et donc un revenu à l'année et pourrait constituer un levier intéressant pour l'attractivité touristique de la commune. La délibération qui nous est proposée porte donc sur l'autorisation qu'il conviendrait d'accorder au maire pour qu'il puisse solliciter auprès du département de l'Hérault et de la région Occitanie les subventions relatives à la création d'une aire de service pour camping-car au Camp Hôtel municipal. Est-ce qu'il y a des questions particulières? Oui. Oui, on avait évoqué à l'époque la possibilité aussi sur le camping-car du parking des Cordeliers. Et là, l'étude a été faite entre les deux sites. C'est pour préférer revenir à l'idée initiale qui était de faire quelque chose au Camp Hôtel et quelles sont les raisons qui président au choix du Camp Hôtel par rapport à l'autre site du parking des Cordeliers, qui est quand même très vaste et qui avait une vraie capacité d'accueil. Sachant que c'est une excellente chose. Pardon. L'idée de proposer ce service sur le site du Camp Hôtel
est doublé de la perspective de pouvoir éventuellement sédentariser, au moins pour une nuit, les camping-caristes qui viendraient faire leur vidange et leur plein, dans la mesure où les aires dédiées aux tentes sont totalement inutilisées pendant l'hiver. Il y a une possibilité d'accueil. Donc ça ne veut pas forcément dire qu'ils resteraient, mais ils ont au moins la possibilité de rester. Donc c'est une perspective qui nous paraissait valorisante pour le Campotel lui-même, pour faire découvrir à travers cette prestation un peu annexe et qui ne concerne pas tout le monde, mais faire découvrir cet outil du tourisme municipal. Par contre, c'est vrai que la première partie du parking des Cordeliers pourrait être dans la durée un équipement important aussi de camping-car et d'accueil pour les Picénois, sachant que c'est pour les touristes picénois, sachant que c'est une activité très intéressante pour la commune. On peut éventuellement désolidariser la partie technique de l'aire de vidange et de remplissage de la partie stationnement. Donc les deux peuvent se combiner, se compléter utilement, je pense. Il n'y a pas de contre-indication. Est-ce qu'il y a d'autres observations ou questions? Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Et donc ce coup-ci, je passe la parole à François Castillo, à qui je devais la passer un peu plus tôt. Merci Monsieur le maire, bonsoir à tous. Il est rappelé que les projets de vidéosurveillance pour 2022 ont pour but d'améliorer les liens de transmission par de la fibre, de renouveler les caméras vieillissantes des parkings Vigneronne, France Télécom, Voltaire et Bobby-la-Pointe, de renforcer la surveillance sur les arrêts de bus scolaires et de protéger les devants des lycées, écoles et crèches. Il est également question de prévoir l'équipement des caméras piétons pour les policiers municipaux. Le montant estimatif des travaux de vidéosurveillance s'élève à 80 000 €. Le montant estimatif pour l'équipement des caméras piétons s'élève à 10 500 €. Monsieur le maire sollicite du Conseil l'autorisation de déposer des demandes de subvention auprès du Fonds interministériel de prévention de la délinquance, du Conseil départemental de l'Hérault, de la région Occitanie et de tout autre organisme aux collectivités qui pourraient contribuer financièrement à la réalisation de ces travaux au titre de la sécurité urbaine et de la vidéosurveillance. Merci François. Est-ce qu'il y a des questions particulières? Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Et pour la demande de subvention sur l'étude urbaine auprès de la région Occitanie, je laisse la parole à Julie Garcin-Soto. Monsieur le maire informe le conseil municipal qu'il souhaite déposer un dossier de demande de subvention auprès de la région Occitanie pour l'étude urbaine. Cette étude urbaine s'intégrera dans la stratégie de l'opération de revitalisation de territoire, l'ORT, menée par la communauté d'agglomération Hérault-Méditerranée, obligatoire pour les communes lauréates des petits programmes Petites Villes de demain. Il s'agira d'élaborer à partir d'un diagnostic des besoins, des potentiels et des atouts du territoire dans une approche multisectorielle et transversale, fondement du futur projet pour la ville de Pézenas. Le RT a pour objet d'adapter et de moderniser le parc de logements et locaux artisanaux et commerciaux ainsi que le tissu urbain du centre-ville pour améliorer son attractivité, de lutter contre la vacance de logements et de locaux commerciaux, d'éradiquer l'habitat indigne, de valoriser le patrimoine bâti, de réhabiliter l'immobilier et les friches urbaines, de renforcer l'activité commerciale en centre-ville. Dans ce cadre, l'objectif de l'étude urbaine sera d'analyser l'existant, de définir un projet de revitalisation du territoire qui s'inscrira dans un projet plus global et durable. Pour une bonne traduction du programme dans les documents de planification, cette étude sera reprise dans le cadre de l'élaboration de la révision générale du PLU. La dépense de l'étude est estimée à 60 000 €. La subvention de la région Occitanie représente 50% de la dépense, soit 30 000 €. La demande de financement doit être antérieure au commencement d'exécution de l'opération. L'étude devrait débuter en mars 2022. Il est donc proposé au Conseil d'autoriser Monsieur le maire à déposer un dossier de demande de subvention auprès de la région Occitanie pour contribuer financièrement à la réalisation de ces travaux. Est-ce qu'il y a des questions particulières? Oui. Moi, je voulais savoir à ce propos si on avait eu des infos récentes sur la vacance des logements, qui était un débat qui nous a animés il y a une paire d'années.
Et si aujourd'hui, vous avez poursuivi l'étude qui a été faite avec l'Aglo pour savoir quels étaient les logements vacants au niveau de la ville de Pézenas et le taux de logements vacants. Parce que c'était un vieux sujet et ça aussi, ça fait... Est-ce qu'on aura l'information à l'issue de cette étude? Premier point. Et deuxième point, est-ce qu'on peut être associé au comité de pilotage de cette étude qui est essentielle pour l'avenir de Pézenas au niveau de l'opposition? Voilà, parce qu'on aura peut-être des choses à apporter. Bien sûr, donc deux questions à une. Il y a deux Je pense que la questions. deuxième, Je fais c'était court. l'étude urbaine. Hein. On n'a pas encore défini comment on allait la suivre, mais il y aura un retour devant le conseil municipal. D'ailleurs, je ne l'ai pas dit au moment du règlement intérieur, mais on a laissé la possibilité de réunir, ou qui est ce qu'on appelle une commission générale, que le conseil puisse se réunir de manière officieuse ou informelle pour suivre certains dossiers, mais il peut aussi y avoir une intégration dans dans un comité de pilotage de la minorité. Pour ce qui est du logement vacant, à ce jour, le travail avec la communauté d'agglomération, il est essentiellement sur l'observatoire fiscal. Il est en cours, on n'a pas forcément de résultats définitifs. On a un agent, Lionel Puche pour ne pas le citer, mais qui n'étant plus chef de la police municipale depuis son élection à Tourbe, a été réorienté en partie sur ces missions-là pour essayer de travailler de pair. Il y avait à fluidifier aussi les relations, ou en tout cas les capacités de travail avec le service des impôts, qui n'était pas forcément, nous n'étions pas forcément toujours sur le même calendrier ou sur la même envie d'objectif, mais c'est normal parce que nous suivons une commune et eux en suivent plusieurs. Donc ça avance. C'est aussi pour ça qu'on a délibéré au dernier conseil municipal sur la taxe sur l'habitation sur les logements vacants, qui ne peut s'appliquer qu'en 2023. Donc nous avons ce laps de temps pour avancer. Je ne sais pas si René Verdeil, qui suit de plus près que moi ce dossier, veut en dire plus. On n'a pas de résultat d'études précis, mais il y a toujours un travail de pair, et surtout de pair, entre l'AGLO et le service des impôts, de manière plus exacte. Je vous propose donc de passer aux voix. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Le point 27, c'est la demande d'autorisation de signer la charte d'adhésion à la plateforme des collectivités solidaires à l'action de SOS Méditerranée, d'attribuer une aide symbolique de 100 € à cette association avec laquelle nous avons mené depuis juillet 2020 quelques actions, notamment l'exposition la plus récente dans la cour de la mairie qui avait aussi donné lieu à un documentaire au cinéma et avec qui nous voulons trouver d'autres possibilités de travail et d'intervention, donc il nous paraissait opportun, solidaire et normal de signer cette plateforme des collectivités solidaires de leur action. Est-ce qu'il y a des questions particulières? Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Le point 28, c'est une convention de partenariat entre la ville et le lycée professionnel agricole Charles-Marie de la Condamine pour des travaux que les élèves réaliseraient au camp hôtel. Là aussi, c'est quelque chose qui revient assez régulièrement. Est-ce qu'il y a des questions? Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Participation scolaire, le point 29 pour les établissements privés année scolaire 2021-2022. Là aussi, c'est quelque chose qui revient régulièrement. C'est une participation communale de 550 € par enfant domicilié sur le territoire de la commune de Pézenas et qui serait scolarisé dans les écoles privées de la commune. Et donc, est-ce qu'il y a des questions particulières? Oui. Actuel de la Calandrette combien d'enfants de Pézenas fréquentent la Calandrette, qui est une très belle école? On va le rechercher parce que je pense que de mémoire, on l'a. La prochaine fois, oui. Non, mais on peut vous le trouver parce que je vais passer aux voix pendant qu'Aurélie le cherche, mais à la rentrée, on a fait le recensement des effectifs, donc vous pouvez les avoir facilement. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Et les questions de ressources humaines vont être dévolues à Benoît Blanc. Donc, le point 30 sur la convention d'adhésion à la mission de remplacement du centre de gestion de la fonction publique territoriale de l'Hérault. Merci Monsieur le maire, bonsoir à tous. Monsieur le maire sollicite l'autorisation de signer avec le centre de gestion de la fonction publique territoriale de l'Hérault la convention d'adhésion au service de remplacement mis en place par le CDG. Il rappelle que les employeurs territoriaux ont la nécessité de maintenir le fonctionnement de leurs services publics. Afin d'assurer la continuité du service public, l'article 25 de la loi 84-53 du 26 janvier 84, modifié portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, permet à la mission de remplacement du service emploi du centre de gestion de la fonction publique territoriale de l'Hérault
de mettre à disposition des collectivités et des établissements publics des agents ayant une expérience pour remplacer les agents titulaires momentanément indisponibles ou des missions temporaires de renfort de leur service. Le vivier de la mission remplacement est composé de personnel spécialement formé aux missions dévolues aux secrétaires de mairie et aux gestionnaires administratifs des collectivités, agents titulaires de la fonction publique territoriale en position de disponibilité, lauréats de concours de la fonction publique territoriale en attente de nomination et demandeurs d'emploi ayant une expérience en collectivité. Les collectivités territoriales peuvent faire appel à la mission de remplacement du CDG 34 lorsqu'elles sont confrontées à l'une des situations suivantes. Le remplacement d'un agent à temps complet, à temps non complet ou à temps partiel momentanément disponible, pour assurer des missions temporaires, pour assurer des missions correspondant à un emploi ne pouvant être immédiatement pourvu. Lorsque la commune de Pézenas utilise ce service, le centre de gestion de l'Hérault sollicité établit le contrat de travail de l'agent mis à disposition de la commune de Pézenas et se charge de l'établissement du bulletin de paie et des formalités administratives nécessaires. La commune de Pézenas rembourse au centre de gestion de l'Hérault le traitement brut global de l'agent et des charges patronales. Elle versera au titre d'une participation aux frais de gestion une somme égale à 6% des salaires bruts qui auront été versés à l'intéressé au titre de la mise à disposition. Est-ce qu'il y a des questions particulières? Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Et pour répondre à la question précédente, à la rentrée, la veille de la rentrée, nous avions totalisé, ou du moins les chiffres qui nous étaient remontés, étaient 95 élèves scolarisés en maternelle et en primaire. Ce qui ne veut pas dire 95 Pissénois, mais c'était l'effectif qui est remonté. Il a dû probablement évoluer depuis, mais on aura des chiffres à jour pour évidemment les subventions à verser, et on aura surtout les chiffres des Pissénoises et des Pissénois scolarisés dans ces écoles. Le point 31, toujours pour Benoît Blanc, qui est la convention avec les commerçants de la ville pour les cadeaux de Noël des enfants des agents de la commune. Merci, monsieur le maire. Il est rappelé que la ville a adhéré en 2014 au comité des œuvres sociales géré par le centre de gestion de l'Hérault. Le COS offre un chèque cadoc de 40 € au personnel ayant des enfants jusqu'à 10 ans. Par ailleurs, dans un souci de conserver la tradition de Noël, la ville offrira un cadeau d'une valeur de 10 € aux enfants de 0 à 10 ans et remis le jour de l'arbre de Noël du personnel. En complément, et pour les enfants de 11 à 14 ans, la ville offre un bon d'achat de 40 € remis également le jour de l'arbre de Noël du personnel. Ce bon d'achat est utilisable uniquement dans les commerces pissénois. Il est donc proposé au Conseil d'autoriser Monsieur le maire à signer la convention correspondante avec les commerçants intéressés. Est-ce qu'il y a des questions particulières pour cette délibération qui, elle aussi, revient chaque année? Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Présentation du rapport social unique de la collectivité. Je laisse à nouveau la parole à Benoît Blanc. Merci. L'article 5 de la loi 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique instaure l'obligation pour les collectivités territoriales et les établissements publics d'élaborer à partir du 1er janvier 2021, et ce pour chaque année, un rapport social unique. Les collectivités et établissements affiliés de plus de 50 agents doivent établir leur propre RSU en s'appuyant sur les bases de données sociales collectées par les centres de gestion. Le RSU s'articule autour de 10 indicateurs communs aux 3 versants de la fonction publique: emploi, recrutement, parcours professionnel, formation, rémunération, santé et sécurité au travail, organisation du travail, amélioration des conditions de la qualité de vie au travail, action sociale et protection sociale, dialogue social et discipline. À partir de ces indicateurs, le rapport doit présenter les analyses permettant d'apprécier notamment les caractéristiques des emplois et la situation des agents relevant du comité technique territorial, du comité social territorial, ainsi que, le cas échéant, de ceux qui ne sont pas électeurs de ce comité. La situation comparée des femmes et des hommes et son évolution, en matière de temps de travail, de rémunération et de promotion professionnelle. La mise en œuvre de mesures relatives à la diversité, à la lutte contre la discrimination et à l'insertion professionnelle, notamment en ce qui concerne les personnes en situation de handicap. Il est rappelé que l'année 2020 a été particulière du fait de la pandémie et que les données collectées ne reflètent donc pas nécessairement l'activité normale d'une collectivité employeur. Dans un souci de lisibilité, il est présenté au conseil municipal une synthèse de ce rapport présenté au comité technique lors de la séance du 16 novembre. Celui-ci a rendu un avis favorable à l'unanimité du collège employeur et du collège représentant du personnel. Il est demandé au conseil de prendre acte de ce rapport. Est-ce qu'il y a des questions particulières? Donc pas de vote puisqu'il suffit de prendre acte. Point 33, toujours Benoît Blanc, création de postes et de mise à jour du tableau de l'effectif. Monsieur le maire rappelle au conseil municipal l'importance des cadres d'emploi territoriaux qui interviennent dans les services de la collectivité.
Les fonctions de ces emplois ont beaucoup évolué et nécessitent des compétences de plus en plus poussées pour bénéficier d'un service de qualité et renforcer le service offert aux administrés. Chaque année, des agents ont la possibilité de bénéficier, sous certaines conditions statutaires, d'un avancement au grade supérieur. Il est rappelé que la collectivité a fixé le taux de promotion à 100% pour chaque grade par délibération au conseil municipal du 29 septembre 2021 à la question 22. Afin de répondre aux besoins de la collectivité et de permettre la nomination des agents concernés au titre d'avancement de grade 2021, Monsieur le maire propose la création des postes suivants. Il convient de modifier le tableau de l'effectif du personnel municipal en créant les postes ci-dessus. Est-ce qu'il y a des questions particulières? Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Le point 34, la modification du règlement intérieur ressources humaines, temps de travail, intégration de l'obligation des 1607 heures annuelles. En application de l'article 47 de la loi 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, mettant fin au régime dérogatoire à l'obligation des 1607 heures dans la fonction publique, tous les congés accordés qui réduisent le temps de travail effectif sans base légale ou réglementaire ne peuvent être maintenus à compter du 1er janvier prochain. Conformément au décret 2815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et la réduction du temps de travail et du décret du 12 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi 84-53 du 26 janvier 84 et relatif à l'aménagement de la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale, la durée annuelle du travail effectif a été fixée à 1596 heures arrondies à 1600 heures, auxquelles sont ajoutées 7 heures au titre de journée de solidarité. Or, le cadre des agents de Pézenas, fixé par délibération du 17 décembre 2001 et 7 octobre 2019, porte le nombre d'heures travaillées à 1600, la journée de solidarité n'ayant pas été incluse. Les dispositions de l'article 47 impliquent de reprendre le cadre des rythmes de travail afin de ne pas prolonger un régime particulier et de se conformer aux modèles les plus courants tels que présentés par le CDG 34, et donc de supprimer les jours de congés précédemment octroyés au-delà du seuil de droit ouvert en vertu de l'article 1 du décret numéro 85 1250 du 26 novembre 1985. Dans ce nouveau cadre, il n'est plus possible d'octroyer des ponts et des jours du maire. De la même manière, le 2 janvier et le Mardi Gras ne peuvent demeurer des jours fériés locaux. Les agents devront toutefois poser un jour pour le Mardi Gras en raison de la fermeture de mairie, sauf obligation de service. Le règlement intérieur doit être corrigé en ce sens. La base du temps de travail est calculée intégrant les 8 jours fériés, 2 à 3 jours hebdomadaires et les jours de congé qui sont égales à 5 fois le nombre de jours travaillés par semaine. Je vous laisse prendre connaissance des différentes formules qui sont proposées au service de la ville. Il est précisé au Conseil que les chefs de service, avec la validation de leurs élus, retourneront au service des ressources humaines une déclaration pour chaque agent présentant la formule retenue, les heures de prise de poste, de pause méridienne de repas, de poste avant le décembre 2001. Également, il n'est plus possible de maintenir l'avantage du mois du maire au bénéfice des agents partant en retraite et le règlement intérieur doit être corrigé en ce sens. Il est cependant proposé au Conseil que cette application soit effective au 1er janvier 2023 afin de ne pas pénaliser les agents l'ayant demandé ou en cours de finalisation de leur dossier retraite et de travailler avec les organisations syndicales sur l'application de cette mesure. L'avis du comité technique a été rendu le 16 novembre dernier avec un avis favorable du collège employeur et une abstention du collège des représentants du personnel. Est-ce qu'il y a des questions particulières? Non. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Donc 5 abstentions. Point 35, modification du règlement intérieur, versement de l'IFSE aux agents contractuels en remplacement sur des postes. Benoît Blanc toujours. Il est rappelé que les délibérations du 5 juin 2018 prévoient le bénéfice du régime indemnitaire aux agents contractuels engagés en remplacement d'agents titulaires ou contractuels uniquement à partir du 91e jour de présence continue. Il est rappelé au Conseil que cette limite Il est proposé au Conseil que cette limite soit supprimée et que ces agents puissent bénéficier de ce régime dès le premier jour d'activité. Le comité technique a rendu un avis favorable à l'unanimité de collège sur ce point 16 le 16 novembre dernier. Est-ce qu'il y a des questions particulières? Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Vous avez reçu les décisions, les tableaux des décisions hors commande publique et avec commande publique. Est-ce qu'il y a des questions particulières? Oui. Est-ce qu'on pourrait avoir quelques éclaircissements sur les préemptions, parce qu'il y en a beaucoup sur
se relever des décisions. Donc, ça serait intéressant d'avoir quelques précisions sur ce qui a été fait, parce qu'on voit 12 500 €, on ne sait pas où c'est, la AV 191, etc. Donc, voilà, si on peut avoir quelques éclaircissements pour pouvoir... après, Florent réagira, mais moi, c'est surtout ça. Donc, le 29 septembre, AV 91, espace naturel sensible, c'était des terrains dans la zone de l'étang. Et comme vous le savez probablement, puisque vous appliquiez la même procédure lorsque vous étiez aux affaires, lorsque une vente nous paraît se faire à un prix trop onéreux, nous n'avons pour l'instant pas d'autre choix que présenter ou de surveiller qu'il n'y ait pas de construction illégale sur la zone. La surveillance et la lutte contre les constructions illicites étant compliquées, nous avons fait le choix d'activer la préemption. Je ne sais pas si d'ailleurs la vente a été retirée depuis ou non, d'autant que c'est des personnes avec qui la ville était en litige et qui doivent en plus de l'argent à la ville, donc il faudra qu'il y ait entente aussi sur le remboursement. Il y a ensuite, comme vous l'avez vu, une préemption place du 14 juillet d'un local commercial, qui est un local commercial qui était frappé d'alignement sur les différents plans du secteur sauvegardé, de mise en valeur du secteur sauvegardé. La vente se faisant, nous avons préféré que la ville puisse s'emporter acquéreur. Il va y avoir discussion avec le locataire actuel de savoir dans quelles conditions ils peuvent ou pas continuer leur activité, ou si nous trouvons une solution pour les dédommager et activer l'alignement ou la destruction du dit commerce plus rapidement que prévu. Le but n'étant pas de les mettre en difficulté, bien au contraire, pour l'instant ils peuvent rester dans leurs locaux, où ils peuvent, je les ai reçus pour leur dire que nous allions préempter, hein, on ne l'a pas fait sur le coin d'un bureau sans les voir. Effectivement, ils auraient peut-être préféré une autre solution, mais depuis le temps que ce commerce était mis sur, je pense que c'était le plan Rochette à l'époque, si je ne me trompe pas, c'était la première fois que l'occasion se présentait pour la ville de pouvoir l'acquérir. Maintenant, nous allons travailler à une solution avec les locataires actuels. Et je cherche l'autre préemption parce qu'il me semble qu'il y a... Il y en a une rue Barbès. La rue Barbès, c'est là aussi dans le cadre de l'ORI du quartier Raspail. C'est un des immeubles qui est concerné. Donc, on active une option avec l'établissement public foncier pour que l'établissement public foncier puisse porter le foncier le temps que le projet de l'îlot Raspail se mette en route, parce qu'il aurait été dommage là qu'une vente se fasse et que nous ne portions pas acquéreur, alors que peut-être dans quelques années, cet immeuble sûrement même sera intéressant pour reconfigurer le quartier ou refaire les appartements de ce quartier. Et il y avait une autre vente dans les espaces naturels sensibles qui était dans le secteur de l'Arnette, si je ne me trompe pas. Maldinat, au chemin de Maldinat, exactement. Et là aussi, même procédure que dans les temps. Seulement les acquéreurs et les propriétaires sont venus à la rencontre de la mairie. Donc, on est en train de prendre les garanties nécessaires pour que le terrain reste en l'état, ou du moins que chacun ait bien connaissance des enjeux et de la surveillance qui sera faite. Et si nous pouvons ne pas aller à l'acquisition, évidemment, nous n'irons pas. C'est pas forcément le but. Autant dans les temps, ça pourrait servir des projets sur le pluvial ou autre. Autant là, nous trouverions utilité, mais ce n'est pas primordial pour la ville. Je crois que je les ai tous passés. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? C'est bon? Je vous propose de lever la séance. Ah, si, il y a une question. Oui, excusez-moi, non, vous avez répondu à la question que je voulais poser aussi. J'avais une autre question, diverse, pardon. Merci de me donner la parole déjà. Au sujet du nom de la piscine. Oui. Donc, eau Pézenas. Donc, ce eau qui nous paraît un peu rien dire, quoi, tout et rien dire. Pendant des années, vous êtes battu pour que Pézenas apparaisse sur l'Office du tourisme. Donc là, on voit que le nom de Michel Jam sera juste pour le parvis. Donc, moi, en tant que Picénois, et je pense en tant que d'autres Picénois aussi, aimerais voir le nom de Michel Jam un peu plus gros, un peu plus visible que sur le parvis uniquement, quoi. Donc, je me disais que peut-être, en tant que premier vice-président de l'AGLO, vous pourriez influer l'AGLO et changer le nom de la piscine en l'appelant Michel Jam. Il me semble que vous avez un élu à l'AGLO, donc il peut porter cette question, puisque
Si je lis sur les réseaux sociaux, il a pris un engagement pour que la piscine porte ce nom-là. Seulement, quand j'ai reçu l'agglo et la proposition du nom de l'agglo, jamais d'engagement n'avait été demandé par cet élu à l'agglo. Donc l'engagement que j'ai pris et que j'ai obtenu, c'est que le parvis porte ce nom-là. Donc là, je pense être visé. Donc cet élu, c'est moi. Hein. Donc sur les réseaux sociaux, moi j'ai pris l'engagement. Je trouvais que ça avait du sens effectivement de baptiser l'espace aquatique qu'on a construit. Il restait le nom maintenant à mettre, et je pense que ce nom méritait débat avec l'agglo. Le côté eau, pour moi, puisqu'on me donne la parole, je ne sais pas ce que ça va apporter à la ville de Pézenas, mais c'est vrai que le nom de Michel Jam, je sais qu'il vous tient autant à cœur que moi. Hein, je pense qu'il n'y a pas de souci à ce niveau-là, mais c'était plus représentatif. Ça correspond quand même à une dimension humaine de Pézenas, à une vie de cette piscine, à des personnes qui ont marqué cette piscine, tant des enfants que que Michel Jam lui-même. Donc pour moi, c'était effectivement naturel de soutenir. Après, j'ai jamais écrit à l'agglo, bien évidemment, parce que je n'étais pas le chantier de l'agglo, même s'il était très avancé et si aujourd'hui il se concrétise, à l'époque n'était pas suffisamment mûr pour parler du baptême et puis c'était pas alors qu'on était en renouvellement municipal à moi, d'engager les choses pour l'avenir de Pézenas. Moi, je ne parle pas du passé, je parle d'aujourd'hui. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'il y a un nom qui est un nom de marketing, qui n'est pas un nom qui a une âme, et que l'âme de cette piscine, je la sentais plus au niveau de Michel Jam qu'au niveau d'un nom qui est un nom très marketé, très pub, mais qui ne correspond pas, à mon avis, à l'esprit de notre ville. Voilà. Mais après, c'est une remarque qu'on peut faire ensemble. Et monsieur le maire, si vous êtes d'accord, puisque je vous sens assez en phase avec nous sur ce projet-là, prenons une motion pour demander que cette piscine soit baptisée du nom de Michel Jam. Je la voterai bien volontiers, c'est sur votre proposition. Je ne prends pas de motion intimant quelque chose à l'agglo, sachant que l'agglo c'est pas intimé, c'est paye suggéré. 11 millions d'une piscine de Pézenas qui attendait des travaux depuis bien longtemps et qui n'étaient pas arrivés. Je rappelle que malheureusement ou heureusement, en tout cas, ce n'est pas le nom de la piscine qui avait été choisi, y compris par vous, puisque c'était le bassin d'apprentissage qui se nommait ainsi, que nous avons fait la proposition à l'agglo, qu'elle n'a pas été retenue ainsi, puisque l'agglo souhaite qu'il y ait une uniformité de nom sur les espaces aquatiques qu'elle le gère. Il fallait peut-être pas transférer à l'époque la piscine. Pas refaire le débat sur la piscine. Vraiment. Je crois que si on a transféré la piscine, c'est parce qu'il y avait un équipement communautaire qui était par nature un équipement rayonnant et qui méritait d'être porté par la communauté d'agglomération. Il y avait 2 équipements aquatiques. On a un peu retardé le lancement du chantier. Maintenant, il est là, il est mûr. Il restait quelque chose, je dirais, que je ne voulais pas effectivement hypothéquer dans le cadre de l'équipe municipale précédente qu'on vous a laissé. Aujourd'hui, il y a une observation et je pense que ce n'est pas un sujet de division entre Piscinois. Ça devrait être un sujet œcuménique pour dire la ville de Pézenas et les élus de la ville de Pézenas souhaitent que ce nom de piscine soit relié à quelqu'un qui a marqué l'histoire de cette ville. Je ne veux surtout pas en faire un sujet de division et je m'arrête là. Pas en faire un sujet de division, mais vous l'amenez en débat en conseil municipal. Vous avez signé et hypothéqué l'avenir de Pézenas de manière bien plus importante avant le 28 juin 2020 que malheureusement sur le nom de la piscine. Je vous rappelle que ça a été voté, le principe des travaux, bien avant les élections municipales, qu'à l'époque j'étais moi élu dans l'opposition de l'agglo, que j'avais défendu qu'il y ait un bassin de 25 mètres à l'intérieur et qu'à l'époque la majorité municipale de Pézenas n'a pas dit mot à l'agglo. Elle aurait pu aussi dire mot sur la gestion future de la piscine. Moi aujourd'hui je me bats pour que cette piscine elle soit ouverte 7 jours sur 7, accessible aux associations et accessible au public des Piscinoises et des Piscinois. Il est vrai que j'ai proposé à l'agglo qu'elle porte le nom de Michel Jam. J'ai une position de refus et à ce moment-là nous avons cherché un nom dans lequel effectivement au départ il n'y avait pas Pézenas. Et au contraire, à l'époque de l'Office du tourisme qui s'appelle Cap d'Agde Méditerranée, je me suis battu pour qu'il y ait Pézenas dedans. Alors, pour que l'agence de développement économique s'appelle 7 Agde de Pézenas aujourd'hui, occupez-vous des combats d'aujourd'hui et pas des combats d'hier. Et pas des combats d'hier. Sur ça, vous saviez bien que l'agence de développement économique en préfiguration s'appelait déjà Investis Cap d'Agde Méditerranée quand vous étiez aux affaires.
Si vous n'aviez pas lâché le nom Pézenas sur l'Office du tourisme, le Cap d'Agde et le nom Cap d'Agde n'auraient certainement pas pris la main sur le reste. Point. Je crois que la vocation touristique aujourd'hui, l'office de tourisme de Pézenas-Valero représentait 5% de la totalité du tourisme sur l'agglo. On n'avait pas à l'époque la possibilité sur ce secteur-là de vendre le nom de Pézenas. Et par ailleurs, je l'ai déjà expliqué, je ne souhaitais pas que Pézenas soit galvaudé et que le nom de Pézenas soit mélangé à d'autres, à du balnéaire de manière trop forte. Donc le choix que nous avions fait, c'est le choix du grand site Occitanie que vous portez aujourd'hui et c'est une excellente chose. Bon, c'est le passé. Moi, je dis à aujourd'hui sur ce projet piscine, bravo pour tout ce que vous faites sur l'ouverture 7 jours sur 7. Je crois que tout ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. La simple demande, c'est pas on ne veut pas critiquer ce que vous faites, c'est très bien. Mais par rapport à ça, vous avez l'équipement qui est livré. Je ne vais pas revenir sur le passé, ça ne sert à rien. Je dis simplement, par rapport à ce qu'évoquait Florent Cos, parce que ça a été évoqué en groupe, on a effectivement aujourd'hui une demande qui est simple, c'était la nomination, le baptême de cette piscine du nom de Michel Jam. Voilà. Mais je vous invite en tant que conseiller d'opposition à le faire au prochain conseil communautaire. Mais je vous assure l'avoir fait. Au conseil À ce communautaire. moment-là, aucun nom de Michel Jam n'apparaissait ni au bassin d'apprentissage, parce que ça aurait pu être la continuité, ni sur le parvis. À titre personnel, je pense que le parvis était plus visible que le bassin d'apprentissage nouveau. C'est la proposition que j'ai faite et obtenue à partir du moment où il y avait un refus sur le nom générique de la piscine, étant donné que nous sommes sur 2 équipements communautaires, un à Agde et un à Pézenas, qui voulaient qu'il y ait une identité de nom ou de stratégie de communication sur ces équipements-là. J'ai eu la décence, parce que ça ne pouvait pas être autrement, de recevoir la famille avant et de leur expliquer où nous en étions. Si vous souhaitez que nous organisions un rendez-vous avec l'agglo, vous et la famille, nous pouvons le faire. Mais avec joie, moi, tout ce qu'on pourra faire ensemble pour que des choses saines soient faites au niveau de Pézenas, on le fera avec plaisir. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je vous remercie. Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année.